Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une nouvelle édition de notre revue de la presse internationale. Nous allons passer en revue les événements et les manchettes des quotidiens autour du monde aujourd'hui. Nous avons l'honneur d'accueillir au studio aujourd'hui Monsieur le Général qui va nous parler de ces informations. Monsieur le Général Ben Choukri, vous êtes expert en sécurité. Bienvenue à notre programme. Merci, bonjour. On commence avec une nouvelle qui fait la une de plusieurs journaux autour du monde. Aujourd'hui, le Parisien écrit « Syrie, la trêve initiée par Washington et Moscou est entrée en vigueur ». Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté vendredi. La Russie a respecté l'accord de cessation des hostilités en Syrie et cette cessation dont Moscou et Washington sont les parrains est entrée en vigueur ce vendredi à 23h. Alors, tout d'abord, là, il y a deux aspects à développer avec vous. Première chose, une trêve. Est-ce que cette trêve sur le terrain va vraiment persister et continuer, puisque vraiment la population a peur que cette trêve sera, comme d'autres initiatives de trêve, un échec? Donc, pour parler de cette initiative qui se trouve maintenant sur le territoire syrien, on connaît bien et on a déjà parlé qu'on ne peut pas arriver au niveau de la paix ou cesser le feu entre les divers partis qui se trouvent là-bas, sauf si les forces internationales se sont mis d'accord à arrêter les activités qui se trouvent sur le territoire syrien afin d'arriver à une réconciliation entre les divers partis, puisque c'est dans le bien des forces internationales. Et là, nous trouvons que ça peut se calmer un peu, mais dans le cadre d'interdire aussi la puissance des divers partis et d'interdire aussi de leur donner des armes et d'interdire de leur donner aussi des puissances politiques et diplomatiques au niveau mondial. Ça, c'est le critère le plus intéressant sur cet aspect. Oui, alors là, c'est une initiative parrainée par Washington et Moscou. Ce qui signifie que actuellement, les protagonistes sur le terrain ne sont plus les Syriens. Comme vous venez de le mentionner, ce sont les grandes puissances. Si Washington et Moscou se mettent d'accord, la guerre peut s'arrêter. Alors, on vient de parler de ce que vous venez de citer maintenant. Il y a quelques semaines, on a dit qu'il y a des forces internationales, puisqu'on peut se poser des questions. Qui finance tout ça? Donc ce sont les plus grands du monde, ce pas ceux qui sont sur le terrain. Et aussi, qui est-ce qui pose aussi les plans de réconciliation? Ce sont eux-mêmes. Et aussi, qui est-ce qui leur donne les armes? Ce sont aussi les puissances internationales. Aussi, qui peut gagner et qui peut perdre? Ce sont les puissances internationales. Vous voyez, les gens qui se trouvent sur le terrain sont des joueurs sur l'acte, sur le théâtre interne syrien, mais ils ne sont pas eux les metteurs en scène. Oui. Alors, si on parle que, par exemple, le régime syrien ou que les Kurdes vont respecter ce cessez-le-feu, que garantit que le front Nosra ou Daesh vont-ils également respecter la trêve? Actuellement, rien ne garantit. Mais simplement, c'est comment entourer cette situation, c'est le seul garantie, c'est-à-dire comment leur forcer à accepter. Vous n'allez pas leur demander gentiment d'accepter, mais il faut leur entourer et il faut leur forcer et obliger à accepter. Et est-ce qu'ils sont actuellement sur le terrain, selon vous, de point de vue sécuritaire? Est-ce que Daesh et Nosra et les autres groupuscules terroristes sont-ils vraiment encerclés ou affaiblis sur le terrain? Vous le croyez en Syrie? Je peux dire qu'ils ne sont pas affaiblis complètement, ou on peut dire, au lieu de ça, qu'ils ont changé leur tactique. C'est-à-dire, ils veulent maintenant changer de destination. Vous savez, et ce n'est pas un secret que les daïchistes se trouvent sur le territoire libyen maintenant. Justement, pourquoi ils quittent actuellement la Syrie et l'Irak, tandis que leur nom vient de cette partie de la région arabe, et ils veulent s'installer actuellement en Libye? Donc c'est notre réponse que nous avons analysée il y a pas mal de temps, que les daïchistes, ils ont trouvé qu'il y a une sorte de consentement international. Il me semble, moi, personnellement, je ne parle pas à la part de n'importe qui, mais personnellement, il me semble que les Occidentaux ont choisi de terminer la situation libyenne et les Russes, ils ont choisi la Syrie. C'est bien clair pour moi.
C'est-à-dire qu'on va déplacer la guerre de la Syrie en Libye, c'est ça? Il me semble comme ça. Parce que vous voyez que les armes qui se trouvent sur le territoire libyen, l'intervention, même il y a un travail qui se déroule sur le territoire libyen, un travail de renseignements généraux, aussi un travail des services militaires secrets, des Occidentaux, je ne parle pas seulement des Européens, peut-être des autres qui se trouvent sur le territoire libyen, puisque cette région-là, elle influence directement les Européens, plus que la Syrie. Tandis que la Syrie, c'est l'intérêt, le premier intérêt des Russes. Oui. Alors, si on va parler de cette situation et ce déplacement des groupes terroristes en Libye, ça, vraiment, ce sont des menaces directes contre l'Égypte. Bien sûr. Et l'Égypte est à l'intérieur de la situation. Donc, l'Égypte n'a jamais abandonné ce dossier. L'Égypte connaît bien tout ce qui se déroule sur le territoire libyen. L'Égypte aussi a bien préparé ses forces armées, surtout dans la région de l'Ouest. Et peut-être qu'un des points les plus intéressants, c'est que l'Égypte a fait beaucoup de victoires au niveau de l'Est de notre pays. C'est pour cela que les terroristes se sont déplacés à l'Ouest et les forces armées égyptiennes se sont préparées pour ça, des diverses forces de l'Égypte. Et aussi, nous sommes en contact diplomatique avec les Occidentaux dans ce domaine pour achever ce dossier, y compris le nouveau gouvernement libyen, y compris la situation sécuritaire exécutive du pouvoir libyen. Oui. Alors, dans ce contexte de lutte contre le terrorisme, on peut également voir la tournée actuelle du président Abdel Fattah el-Sisi en Asie. Il est allé au Kazakhstan, maintenant il se trouve au Japon, il va aller également en Corée du Sud. Bien sûr, le volet économique est très important au cours de cette visite et cette tournée, mais également la lutte contre le terrorisme fait la une, puisque la coopération avec le Kazakhstan, un des pays connus pour sa réussite de lutte contre le terrorisme, c'est un sujet qui a été discuté entre le président égyptien et son homologue kazakh. Alors, selon vous, comment peut-on vraiment analyser cette visite et actuellement le choix de la date pour cette visite asiatique? Donc si on va analyser cette visite, on va parler d'abord de Kazakhstan. Et le président de la République, il a un plan complet. Et ça veut dire aussi que la diplomatie égyptienne travaille bien au niveau extérieur. Ce plan complet au niveau de Kazakhstan, vous savez que c'est un pays qui peut être en contact ou en accord avec nous du point de vue économique, du point de vue d'agriculture. On a parlé du blé, etc., d'autres cultures. On a parlé aussi des industries qui se trouvent sur le territoire de Kazakhstan, mais aussi le terrorisme. Ils ont beaucoup d'informations, ils sont en contact, puisque c'est un pays qui se trouve quelque part dans le continent européen et dans le continent asiatique. Ils vont participer même à la réunion des G20. Et donc, ils sont développés aussi dans le domaine dans le domaine artificiel, des satellites artificiels, dans le domaine informatique. Donc, pour échange d'informations entre les deux pays, c'est très intéressant. N'oubliez pas qu'il y a pas mal de nombre des cadres sécuritaires du Kazakhstan qui ont reçu leur formation, leur stage de formation en Égypte, y compris aussi les relations égypto-kazakh. Donc, c'est très intéressant d'avoir relation avec ce pays qui est très, très important, qui a amélioré sa vie quotidienne du point de vue économique, et aussi c'est un pays qui est en frontière avec les régions où il y a beaucoup de problèmes mondiaux comme Taliban et autres. Donc c'est un pays qui est frontière avec l'Afghanistan, le Pakistan, les Chinois, etc. Donc c'est très important d'avoir une grande relation. On n'oublie pas aussi que la relation historique avec Kazakhstan, si vous savez bien, et tous les Égyptiens, les habitants du Caire, ils connaissent bien le mosquée Al-Zahir Bebar, c'est d'origine kazakh lui aussi. Donc c'est une ancienne relation entre ces deux pays. Il y a pas mal nombre des étudiants musulmans kazakhs qui étudient à l'université Al-Azhar. Oui, c'est vrai. Alors, deuxième étape de cette tournée, le Japon, un pays bien sûr très important, mais depuis des années et des années, on n'a pas vu un président égyptien en visite à Tokyo. Le président Sisi a pris cette initiative en prenant en considération l'importance du Japon. Ça également, c'est une sorte de lutte contre le terrorisme, puisque le côté économique est vraiment le mur qui peut vraiment freiner les terroristes et l'implication de ces terroristes en Égypte. Parce que
lutte contre le chômage et également ce sont les investisseurs qui vont protéger leurs investissements. Donc, je suis d'accord avec vous totalement, mais permettez-moi d'en parler d'une autre chose, peut-être c'est complémentaire à ce que vous avez dit. Le projet du président Sisi, le futur projet sera l'éducation. Oui. Et on a vu ça plusieurs fois, il a parlé, on n'a pas de ça. Il a dit même, le ministère de l'Éducation continue dans son plan, mais on doit nous améliorer, c'est-à-dire prendre l'expérience des Japonais. Les Japonais, le président a cité que les Japonais sont venus en Égypte il y a un siècle même pour prendre l'expérience d'Égyptiens, comment ils sont devenus comme ça un grand pays. C'était les années 1920 ou quelques. Maintenant, nous, en réciproque, on va au Japon pour voir comment ils ont amélioré le système éducatif. Comment maintenant il n'y a pas des alphabets au Japon. Comment ils ont amélioré même les systèmes informatiques, éducation. Parce que l'éducation, c'est la portière qui vous amène à l'économie et à la lutte anti-terrorisme, ce que vous venez de citer maintenant. C'est vrai, c'est très important et vraiment on loue ces efforts afin de vraiment reconstructurer encore une fois le système éducatif en Égypte. Oui, bien sûr. Un autre volet, nous allons aborder avec vous, c'est une nouvelle tirée du journal L'Orient le Jour qui parle de l'Arabie Saoudite où dans des manœuvres intitulées Tonnerre du Nord, 20 pays sont impliqués. D'importantes manœuvres militaires baptisées Tonnerre du Nord ont démarré en Arabie Saoudite avec la participation de 20 pays qui cherchent à coordonner leurs efforts pour lutter contre le terrorisme. Le Pakistan, la Malaisie, la Turquie, l'Égypte, le Maroc, le Soudan, le Sénégal figurent parmi les pays engagés dans ces manœuvres qui ont commencé samedi dans le nord du royaume. L'exercice présenté comme l'un des plus importants au monde par le nombre d'effectifs impliqués est destiné notamment à former les troupes à la lutte contre les forces illégales et les groupes terroristes sur fond de menaces croissantes et d'instabilité politique dans la région. Alors, Monsieur le Général, là, on parle vraiment de manœuvres d'envergure en Arabie Saoudite. L'Égypte, bien sûr, a l'habitude de contribuer à de telles manœuvres avec des partenaires différents, que ce soit asiatiques, européens, américains avant et même arabes. Mais le plus important que cette fois-ci, avec la nouvelle vision du genre de guerre ou de terrorisme au monde, ce ne sont pas des manœuvres traditionnelles contre des forces armées d'un pays ou d'un autre, mais comment lutter contre le terrorisme illégal, les groupuscules qui s'installent dans un pays aujourd'hui et dans l'autre demain. Selon vous, est-ce que ces manœuvres vraiment vont aboutir à bien lutter contre les groupuscules qui sont créés d'un jour à l'autre afin de terroriser et de semer le chaos dans le monde? Donc c'est très important de regarder très exactement cette situation concernant les manœuvres, c'est-à-dire les entraînements mutuels entre les troupes de 20 pays musulmans. D'abord, ça prouve, numéro un, la présence de l'Égypte sur les diverses scènes. C'est-à-dire que l'Égypte ne peut pas s'arrêter de se présenter à ce niveau. Comme vous avez dit au début, l'Égypte a fait des manœuvres pareilles avec les Américains, avec d'autres pays, donc aussi bien sûr avec le monde arabe et le monde islamique. Deuxièmement, pour nous avons besoin aussi de savoir l'expérience des autres pays, c'est-à-dire durant notre présence parmi ce genre de manœuvres, on va comprendre comment ils dirigent ou ils commandent leur vie militaire et quelles sont les décisions militaires qu'ils peuvent prendre dans les diverses situations. Troisièmement, il faut aussi faire échange au niveau du terrorisme, c'est-à-dire les flux terroristes, est-ce qu'ils partent ou dépassent rapidement au niveau du Pakistan, au niveau de l'Arabie Saoudite ou au niveau de l'Égypte. Et ça, c'est très intéressant pour nous pour prendre aussi nos décisions, soit des décisions militaires ou décisions politiques ou diplomatiques. Donc la présence de l'Égypte, c'est très intéressant. Aussi, l'Égypte a besoin de savoir qu'est-ce qui se déroule à l'intérieur du management, du commandement des services militaires de ces 20 pays. C'est très intéressant aussi d'être en connaissance interne de toute cette situation qui se trouve au Moyen-Orient. Et peut-être c'est le seul chemin pour avoir un contact direct avec quelques pays qui font membres de 20 pays musulmans dont on n'est pas en bonne
coopération. Justement, c'est ma question, puisque à côté de l'Égypte, au cours de ces manœuvres, on trouve par exemple le Soudan et la Turquie. Alors l'Égypte a accepté de contribuer avec les forces venantes de ces deux pays, tandis que les relations diplomatiques ou politiques sont un peu tendues. Ce qu'on vient de dire maintenant, peut-être souvent dans le système politique international, ou si vous voulez dire la politique militaire, il faut avoir aussi des connaissances et des coopérations et des relations strictes entre les autres. Alors si on n'a pas un autre moyen, le moyen de l'entraînement mutuel, l'entraînement militaire, la coopération militaire aussi, c'est très intéressant. Parce que comme ça, c'est un chemin à travers lequel tu peux savoir comment diriger, comment manager les situations militaires si jamais il y aura besoin dans le futur. Oui. Pour terminer cette nouvelle, l'Orient le Jour écrit que farouchement hostile au régime de Damas, allié à Moscou et Téhéran, l'Arabie Saoudite s'est dit prête à une opération terrestre en Syrie si les États-Unis acceptent de la conduire. Selon vous, ce choix de l'Arabie Saoudite est-il un choix rationnel, puisque l'Arabie Saoudite a déjà des forces qui se trouvent sur le terrain au Yémen, s'impliquer également dans une guerre terrestre en Syrie? Est-ce que ça c'est un bon choix? Ça c'est première chose. Et deuxième chose, est-ce que la Syrie vraiment a besoin aujourd'hui de toute cette intervention terrestre? Bon, pour votre première question, est-ce que c'est un bon choix ou non? La réponse doit être du côté de nos frères saoudiens. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont donné l'équivalence et qui ont étudié et traité cette situation. Si c'est bon pour eux, ils vont le faire, sinon ce n'est pas moi ou autre qui va le dire. C'est-à-dire qu'ils vont lutter contre qui sur le terrain? Mais certainement, vous voyez, c'est un royaume, c'est un grand royaume, c'est un ancien royaume, c'est un royaume historique. Ils se protègent eux-mêmes contre n'importe quel ennemi. Ils ont le droit de se protéger. Donc, quand ils voient que le système, c'est de bien entourer la situation au niveau syrien ou au niveau des groupes terroristes syriens qui se trouvent là-bas, ils ont pris la décision, peut-être avec l'aide des Turcs ou autres, peut-être ils attendent l'autorisation des Américains pour faire ça. Donc, ce sont eux qui ont étudié la situation, peut-être qu'il y a des troupes que eux, ils considèrent terroristes et contre leur système, contre leur régime interne de leur pays. Alors, ils ont pris cette étape-là. Mais, entre-temps, ce n'est pas une étape qui va obliger tous les pays arabes de participer. Chacun va étudier sa situation personnelle. Oui, parce que, comme on vient de dire, plusieurs protagonistes se trouvent sur le terrain à lutter contre qui? Est-ce que c'est le régime syrien actuel? Est-ce que c'est contre des groupuscules qui se trouvent là-bas? Et si oui, quel genre de groupe? Parce qu'il se trouve plusieurs... La situation est complètement mélangée. Oui. Il y a des régions où il y a des groupes syriens gouvernementaux de Bachar el-Assad. Il y a d'autres qui représentent pour eux des ethnies et des factions. Comme les Kurdes, oui. Oui, il y a, troisièmement, il y a ceux qui disent que nous sommes des musulmans, on protège comme Gabriel Tebboune. Donc c'est complètement mélangé. Alors si un pays veut s'intervenir, il doit bien étudier la situation et, entre guillemets, peut-être que c'est une simple menace. Alors, selon vous, en deux mots, est-ce que c'est mieux de résoudre le problème syrien par voie diplomatique, par négociation, au lieu de tous ces affrontements sur le terrain? Je dois dire, pas seulement c'est mieux, c'est nécessaire de résoudre diplomatiquement, parce que vous voyez, comme en retour au début, ce que nous venons de dire, que les forces internationales, ce sont eux qui ont avec eux les armes, ce sont eux qui ont fait l'industrie des armes, qui sont eux qui nous vendent les armes, même les avions militaires, etc. Donc, ce sont eux qui connaissent exactement qui a la force dans sa main. Donc, mais la politique, c'est plus simple pour éviter des massacres. Alors, à la fin de cette édition, notre revue de la presse internationale, nous tenons à remercier M. le général Ibrahim Choukri, expert en sécurité, d'être avec nous. Merci bien pour vos explications. Et, chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on termine cette édition, notre revue de la presse internationale. Rendez-vous demain à la même heure. Merci et bonne journée.